avec Alain Bourdin et Georges Amar, interviewés tous les deux par Étienne Gernel. Merci d'être avec nous. Bienvenue à tous les deux. Alors Alain Bourdin, vous êtes sociologue, urbaniste, professeur à l'école d'urbanisme de Paris. Vous m'arrêtez si je me trompe, directeur de la revue internationale d'urbanisme. Bah oui, non mais on est... C'est la seule revue de recherche francophone, donc elle peut se dire internationale, au moins parce qu'elle est francophone. Bah oui, c'est bien. Georges Amar, vous êtes prospectiviste, vous allez nous expliquer d'ailleurs ce que ça veut dire, un prospectiviste, consultant en mobilité, chercheur associé de la chaire d'innovation TMCI de l'école des mines Paris Tech, prestigieuse, très très prestigieuse institution. Et alors là, on va parler évidemment du combat du siècle, qui s'annonce ou pas. On va voir si la guerre de la piste cyclable aura-t-elle lieu. Et on va s'intéresser notamment à toute cette question de cohabitation dans les villes entre les différents moyens de transport. J'ai envie de commencer, mais chacun va nous expliquer un petit peu ce qu'il fait, mais quand même, est-ce que vous sentez venir la poudre, les bruits de bottes ou de trottinettes? Est-ce que l'atmosphère est à l'affrontement dans nos villes sur les moyens de transport? Qui commence? Ouais, mais je vais te voler ta réplique, parce que je sais que tous les deux, on a envie de dire, attendez, il y a un troisième acteur, c'est le piéton. Oui. Et la guerre, c'est aussi, si guerre il y a, la guerre, elle concerne aussi les piétons. C'est-à-dire qu'en définitive, si on réfléchit bien, l'habitant des villes, c'est d'abord un piéton. C'est un piéton qui se motorise, c'est un piéton qui prend les transports en commun, mais c'est quand même d'abord un piéton. Et donc, en particulier, alors quand on parle de ville-centre, c'est encore plus vrai que la question de la place du piéton dans tout ça, elle est importante. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde les centres-villes, et si on veut parler de guerre, on va dire de guéguerre, hein, pas de grande guerre. Il y a les automobilistes, il y a les cyclistes, et puis il y a les trottinettistes, et puis il y a tous ceux qui utilisent des moyens divers, puis il y a les piétons qui se demandent aussi où ils sont. Et c'est eux qui vont gagner parce qu'ils sont les plus nombreux, c'est ça? Non, il y a des théories qui montrent le contraire. Il y a des très vieilles théories qui montrent que pour être un lobby efficace, il ne faut pas être trop nombreux. Ah, c'est vrai. Georges Amar. Alors, alors il nous manque peut-être un micro là, non? Il n'y a pas. Il y aurait pas un micro. Normalement, il y a un micro à côté de vous. Voilà. Oui. Merci de me convier à cette discussion intéressante. Je vais d'abord vous dire qu'est-ce que c'est qu'un prospectiviste ou qu'est-ce que c'est que faire de la prospective. Ça va me permettre aussi de vous dire pourquoi je ne vais pas répondre à la question, évidemment. Ou alors d'une autre façon. Non, la prospective, ça n'est pas d'essayer de prédire ce qui va arriver, ni d'essayer de prescrire ce qu'il faudrait faire. Ça, on peut le faire de temps en temps, mais ce n'est pas très intéressant. Enfin, en tout cas, pourquoi c'est pas ça la vraie fonction de la prospective, telle que, en tout cas, je la comprends et telle que je la pratique? Parce que la prospective s'intéresse au futur, au vrai futur. Le vrai futur, c'est ce qui peut nous surprendre, comme disait si bien Ariella tout à l'heure. C'est ce qui peut déborder des tendances raisonnables. C'est ce qui peut déborder des prédictions. C'est ça le vrai futur, au fond. Hein. C'est ce qui ne rentre pas dans nos cadres. C'est ça, un futur réellement futur. Hein. C'est ça. Et donc la prospective s'intéresse plutôt à ce futur inconnu. Comment on peut s'intéresser à l'inconnu, hein? C'est ça la question intéressante. C'est l'inconnu ou c'est l'improbable? L'improbable. Enfin, on peut le formuler de beaucoup de façons, d'ailleurs. Hein. Mais en tout cas, ce qui va déborder, ce qui va nous surprendre. D'ailleurs, j'ai bien aimé... je reprends le mot d'ailleurs, le futur c'est pas chiant pour cette raison, mais j'aimais bien quand vous avez posé ce matin la question au maire de Nice, vous lui avez posé une question très philosophique, hein, qu'est-ce qu'une ville, qu'est-ce que la ville, hein. Il s'y est risqué, il a été courageux quand même. Oui, il a pris. Et il a dit une formule très simple que j'ai trouvée, je ne sais pas s'il avait beaucoup pensé à ça, mais en tout cas la formule, elle m'a bien plu. Enfin, il a dit la ville c'est le futur. Ouais, il a dit ça, hein. C'est drôle, hein. Enfin bon, il voulait dire par là que ça a plein d'avenir, enfin qu'il faut aussi. Mais je pense que le rapprochement entre la ville et le futur est très intéressant, parce que la ville, c'est ce qui peut nous surprendre, c'est ce que disait Ariella, et le futur, c'est ce qui peut, au moins qui peut nous surprendre. Alors, comment on peut travailler sur ça? Et non pas simplement, c'est important aussi, hein, de faire des prévisions,
bien sûr, c'est important aussi. Mais quand même, c'est ce qui va déborder les prévisions qui est le plus important dans le futur. Mais je pense au titre, j'aime bien aussi le titre du colloque. Hein. Nouveaux horizons. Mais oui, personne ne l'a commenté, hein, je crois. Hein. Alors je vais faire un bref commentaire de ce titre. Je ne sais pas qui c'est qui l'a choisi, mais c'est pas mal. Enfin, c'est une formule assez courante, c'est pas fracassant. Mais c'est un très beau terme, les horizons. Hein. D'ailleurs, quand on sort là, on a un horizon extraordinaire. Ouais. Pourquoi c'est intéressant, ce mot, pour un prospectiviste, hein, c'est qu'il y a deux raisons qui font que c'est intéressant. Premièrement, des horizons, ce n'est pas des solutions. Voilà. Et moi, je suis contre les solutions. Ah bon? Ah oui, enfin contre. Quand on en a, c'est bien quand même. Ouais. Bon, surtout quand on a des problèmes. Je suis contre au sens où, justement, les solutions, c'est ce qui barre l'horizon. Voilà. On a besoin d'horizons. Aujourd'hui, spécialement à cette étape de notre histoire humaine, enfin, et française, etc., hein, on a vraiment besoin de nouveaux horizons. C'est pour ça que votre titre il tombe bien. Et des horizons, c'est tout à fait autre chose que des solutions. Hein. Alors, bon, et d'ailleurs, quand on dit nouveaux horizons, on pense presque instantanément à l'inverse, hein, des horizons bouchés. Et on est là-dedans quand même. Hein. Voilà. On est un peu dans des horizons bouchés, donc on a besoin de ça. Alors, la prospective, ça va être ça. Essayer de dégager des horizons et non pas alors, si vous voulez, c'est très important parce que en termes d'héritage, ça fait partie aussi des questions de prospective, en termes de ce que nous allons léguer aux générations futures, nous leur léguons un héritage dont elles-mêmes, ces générations futures, nous font signaler qu'il y a un passif assez lourd. Oui. N'est-ce pas hein. Bon, alors simplement, il faut bien se... Elles sont pleines de reproches. Ah oui, ça, on le sent hein, quand même. Mais cet héritage, il n'est pas seulement matériel. C'est pas seulement les infrastructures. Non, c'est immatériel, c'est-à-dire peut-être que le principal héritage, c'est nos manières de penser, nos manières de poser des problèmes et de les résoudre et d'avoir des solutions. C'est ça. Alors je dis pas que c'est mauvais d'ailleurs tout ça. Heureusement qu'on a ça. Mais vraiment, c'est ça qui bouche l'horizon aujourd'hui. Donc, la prospective, c'est d'essayer plutôt de réouvrir des potentiels de mutation. Je dis un peu comme ça. Hein. Pas des évolutions, des mutations. Donc, les évolutions, c'est important. Donc, la voiture de demain, etc. Je vais en parler, hein, mais je vais en parler en prospectiviste, c'est-à-dire en sachant en quoi ça peut muter. Mais alors, si on regarde le fond du sujet, les vélos, les voitures, ce que ça signifie en termes d'horizon. Est-ce qu'il n'y a pas... Moi, je suis toujours très frappé de l'utilisation de cette expression de mobilité douce, que je trouve un peu paradoxale, parce qu'à titre personnel, je trouve plus doux d'être assis confortablement à l'arrière d'un taxi ou d'une voiture que d'être sur la selle d'un vélo quand il fait chaud, quand il vente, etc. En quoi c'est doux? Alors, on comprend, hein, c'est doux pour l'environnement, c'est ça l'histoire, mais c'est pas doux pour les gens. Mais est-ce qu'il faut se faire à l'idée que de toute façon, quel que soit le mode de transport qu'on choisit, ou les modes de transport qu'on choisit, parce qu'on peut en prendre plusieurs, est-ce qu'il faut se faire une raison? Nous sommes condamnés au sport et à la transpiration. Alors, si la question, si je réponds le premier, je vais juste faire une petite parenthèse en disant, je voudrais juste faire un peu de polémique, parce que c'est amusant, en illustrant le propos sur la prospective en disant le bon exemple d'essayer de penser avec les catégories passées et sans en sortir, c'est la ville du quart d'heure. La ville du quart d'heure, c'est quand même l'utilisation, pour des choses importantes, hein, je ne dis pas du tout qu'il ne soit pas question de choses importantes, mais la manière de le poser comme ça, c'est un petit peu ce que Georges disait à l'instant. Bon, cette parenthèse faite, je vous réponds. Quand on parle de mobilité, du coup, hein, il y a tous les aspects qui sont les aspects, je dirais, fonctionnels, pour dire ça comme ça. Bon, on doit aller d'un endroit à l'autre, on doit se déplacer, etc. Se garer. Se garer, bon. Mais il y a aussi une chose, c'est que ça se passe à un endroit. Ça se passe dans l'espace public. Et que tout un aspect de ces questions de mobilité, c'est quel genre de relation a-t-on avec l'espace public? Est-ce qu'on est celui qui veut être partie prenante de l'espace public, fabriquer l'espace public d'une certaine manière par son comportement? Est-ce qu'on est quelqu'un qui veut regarder ce qui s'y passe? On se met à la terrasse du bistrot pour regarder ce qui se passe. Est-ce qu'on veut être protégé dans l'espace public? On se met dans sa voiture parce que ça protège terriblement. Et je crois que l'évolution des technologies fait que peut-être demain, les réponses à ces préoccupations, à ces postures seront différentes, mais que la question de ces postures existe. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut être dans l'espace public et qu'est-ce qu'on veut faire dans l'espace public. Et moi, j'ai fait un peu d'enquête, je ne suis pas du tout un spécialiste du vélo, mais j'ai fait un petit peu d'enquête quand même là-dessus, sur l'utilisation du vélo en Île-de-France et même dans l'Ouest francilien, pour être plus précis. Bon, c'est clair que si on raisonne sur Paris et sur les pratiques du vélo à Paris,
Mais c'est vrai pour Lyon, pour Toulouse, pour Nice, c'est la pratique d'un centre historique, d'un centre-ville. Oui. Bon, là, il y a un plaisir d'être très présent dans l'espace public qu'il faut prendre en compte. Il y a de la commodité, évidemment qu'il y a de la commodité. Hein, on le fait parce que c'est commode, parce que etc. Mais il y a aussi un type de rapport à l'espace public. Quand vous êtes dans d'autres contextes, vous pouvez rencontrer plutôt la peur. Quand on est dans des espaces publics qui ne sont pas des espaces publics très structurés, qui ne sont pas des espaces publics qui ont une vie, qui ont un sens, etc., là, on va plutôt être à la recherche de protection. C'est une des dimensions du problème, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas dans un truc simple, mais on est dans des problèmes qui sont feuilletés, c'est-à-dire qui ont une série de niveaux différents, qui ne s'arrêtent pas à savoir s'il y a des pistes cyclables ou pas. C'est un des aspects. Oui, mais quand même, est-ce que cette dimension d'effort, et moi j'étais très frappé dans le dernier livre d'Attali, qui est en fait son nouveau travail de commission Attali, il plaide pour une incitation très forte au sport. Parce qu'il dit, voilà, ça va faire du bien à la sécurité sociale, les gens vont être en meilleure santé et que ça. Mais au fond, est-ce qu'il n'y a pas dans la politique de la ville une incitation au sport, une obligation au sport, et qu'est-ce que ça vous évoque? Non, mais l'intéressant justement du vélo, et surtout de la marche, enfin, et de la marche aussi, moi. Ouais. Je ne suis pas un grand sportif, moi non plus. Hein. Donc, moi, j'aime beaucoup marcher, mais pas tellement. Bon, c'est que c'est pas du sport. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Si vous marchez simplement, vous allez à votre travail, enfin, etc. Si vous marchez 1 heure par jour sans réfléchir, si je peux dire. Hein. Bon, c'est bon ça. Ça, c'est très bon pour la santé, pour les comptes de la sécurité sociale. C'est pas du sport. C'est pour ça qu'il y a eu une politique d'ailleurs, une politique nationale de santé en disant, c'est parce que le sport, il y en a qui aiment ça. Bon, mais pas tout. Bon. Donc voilà, alors vous disiez, comme je reviens au mot mobilité douce, bon, mobilité douce, etc., tout ça c'est un peu comme les sciences molles et les sciences dures, hein. C'est un peu dépréciatif quand même. Hein. Bon, non, ça s'est aussi appelé mobilité active, on a appelé ça comme ça. Bon. Et moi je voudrais insister sur le fait surtout que le mot intéressant là-dedans, c'est pas douce, etc., c'est mobilité. Avec la marche et le vélo, entre autres, mais c'est pas les seuls, hein, on est rentré dans un autre paradigme, enfin en tout cas ça se voit. Ça n'est pas du transport. Voilà. Le train et la voiture, c'est du déplacement. Déplacement, ça veut dire aller de point A au point B le plus vite possible. C'est ça la définition du transport. Le vélo, ça peut être ça, mais ça peut être aussi, comme fait mon ami Michel, ça peut être aussi pour le plaisir. Marcher, c'est extraordinaire quand même. Hein. C'est efficace, c'est un plaisir. Enfin, bon. Vous voyez, là, on a complètement changé de signification. La mobilité, c'est notre nouveau mode de vie. Le transport, c'était une perte de temps. Vous voyez, rien que ce changement de mots, en France, on a la chance d'avoir transport et mobilité comme 2 mots différents. On a commencé à glisser, et ça, c'est ça les ouvertures prospectives, hein, c'est voir qu'on a changé d'univers de signification. La mobilité, c'est tout à fait autre chose. Hein. Et on peut, si vous me posez la question, je vous dirai quelques mots quand même sur en quoi la voiture peut changer de signification. On va passer à la voiture. Oui, je voulais juste faire une remarque, parce que je crois qu'elle est importante. Moi, ce qui m'a frappé en travaillant dans l'Ouest francilien, bon, c'est 2 choses. La première, c'est que d'une certaine manière, dans la pratique du vélo loisir qui est plébiscité, tout le monde aime ça, il n'y a plus de frontières nettes entre sport et pas-sport. Hein, on est dans le plaisir de la mobilité qui implique un effort physique. Et puis, certains des gens qu'on a interviewés étaient des vrais sportifs qui faisaient de la compétition, etc., y compris quelqu'un qui me dit « Moi, je ne veux pas aller au boulot en vélo parce que j'ai peur. Et je suis quand même championne de VTT, bon, etc. » Donc, il faut bien comprendre ça. Et alors, d'un autre côté, le tout bleu, tout chic, tout bien de l'utilisation du vélo pour aller travailler, c'est bien plus compliqué que ça. Et notamment le problème de l'effort physique, et je dirais de choses bêtes comme la transpiration. Ben oui, on ne peut pas tous arriver. Ça complique un peu les choses. Ouais. Ça complique un peu les choses. Oui. On peut pas toujours prendre une douche à chaque trajet, à chaque rendez-vous. Ouais. Dans les entreprises. Absolument. Voilà. On en a au point d'ailleurs, mais je ne l'utilise pas souvent, je reconnais. Ça crée ce type de problème nouveau. Mais alors, je voudrais revenir quand même sur cette question de il y a des questions pratiques, et puis il y a des questions morales, de jugement moral.
Et on voit bien, quand on prend des transports, que les automobilistes ont tendance à détester les cyclistes parce qu'ils ne respectent pas les règles du code de la route. Les cyclistes détestent les trottinettistes parce qu'ils prennent leur place dans les couloirs de vélo, là, sur les pistes cyclables. Les trottinettistes, en général, tout le monde les déteste, hein, les piétons aussi. Parce que je crois que c'est la victime universelle. D'une certaine manière, l'automobiliste est le salaud, le cycliste, l'empêcheur de rouler tranquillement, le trottinettiste, le danger public. Est-ce qu'il n'y a pas malgré tout un vrai problème de cohabitation quand on parle de transport multimodal, etc. D'ailleurs, je pense que les gens peuvent se détester les uns les autres différemment. Est-ce qu'on entre dans une période de détestation des uns des autres? Non, mais là, vous faites le journaliste, si je peux. Enfin, pardonnez-moi. Ouais. Vous aimez bien. Vous savez, je vis de ça même en plus. Vous aimez bien les bon, c'est plus amusant. C'est vrai, hein, ce que vous dites. Je ne dis pas que c'est pas vrai. Mais non, moi, je suis personnellement plus intéressé par ce qu'il y a de commun à ces choses-là. Alors, laissez-moi vous le dire en un mot, parce que c'est intéressant de voir à travers justement. Non pas les oppositions ou les guéguerres, mais ce qu'il y a de sous-jacent à tout ça. Qu'est-ce que c'est qu'un potentiel prospectif? Si on vraiment réfléchit à des... Je veux venir par la voiture, en quelque sorte. Hein, et je trouve qu'il y a un potentiel mutationnel, enfin c'est un mot un peu charabia, mais enfin un potentiel de transformation, pas simplement d'optimisation ou d'efficacité, mais vraiment un potentiel de transformation en profondeur. Et pour le comprendre, je pense d'ailleurs, c'est assez curieux, c'est quelque chose qui est assez... Il y a quelque chose de parent entre la voiture et le vélo. Et pour le comprendre, je vais vous dire le mot d'ailleurs que j'utilise pour ça. Je parle d'aujourd'hui de l'émergence du corps mobile. Voilà. Le corps mobile, c'est ça le vrai successeur de l'automobile, si vous voulez. Alors comment comprendre? Pour comprendre le corps mobile, la meilleure façon de le comprendre d'ailleurs, ou de le visualiser, c'est de se rappeler qu'est-ce que c'est que le vélo. Enfin, le mot vélo lui-même, qui est l'abréviation de vélocipède. Vélocipède qui vient de vélox bipède, hein, n'est-ce pas? Ou véloce bipède, c'est ça le vélocipède. Je ne sais pas si vous avez en tête l'image de la Drésienne. Vous voyez, le gars qui marche, comme ça, il a les deux entre les jambes, il a les deux roues entre les jambes. Hein. Le vélox bipède, il n'y a pas de pédalier au début. C'était vraiment un homme augmenté. C'était un bipède accéléré. Le vélocipède, c'est pas une machine, c'est pas une bécane. Le vélocipède, c'était le bipède accéléré avec ses roues entre les jambes. C'était un homme. Le vélocipède est un humain, un bipède. Vous voyez, on a déjà à l'époque, ça fait quand même assez longtemps, déjà l'image de l'homme augmenté, qui nous revient aujourd'hui par des formes tout à fait différentes. Or, c'est ça qui est intéressant, voir réapparaître de manière très intéressante le corps mobile. Le corps mobile qui va prendre toutes les formes. La trottinette, c'est le corps mobile. Les rollers, qui est déjà presque oublié, c'est le corps mobile. Le corps mobile, c'est le centre de la mobilité. D'ailleurs, c'est la marche. C'est le marcheur. Simplement, il faut bien comprendre aujourd'hui, la marche ou le marcheur, ça n'est pas un mode parmi les autres. La marche, le marcheur, c'est la mère, si je peux dire, de tous les modes, de toute la mobilité. Si c'est ça la marche. C'est pas juste un parmi les autres qu'il faudrait protéger. C'est la base, la matrice, la cellule souche, si on peut faire encore des métaphores, de ce que c'est que la mobilité urbaine en général. Mais pourquoi condamne-t-on autant la voiture? Parce que je suis très frappé d'une chose. Souvent, on parle d'environnement. On a raison, et la question du réchauffement climatique est majeure. Maintenant, il y a des voitures électriques. Alors, dans des pays où l'électricité est produite au charbon, c'est pas vraiment écolo. Mais dans des pays où l'électricité est produite majoritairement à partir d'énergies non productrices de CO2, c'est pas si mal. Pourquoi est-ce qu'on se dit qu'il faut passer à des modes alternatifs de transport et pas simplement dire voilà, on va faire des voitures qui polluent pas? D'abord, je reviens un tout petit peu en arrière. Allez-y. Marche arrière. Juste donner un exemple. Je discutais l'autre jour avec un élu de l'agglomération lilloise qui m'expliquait qu'il voyait maintenant des femmes maghrébines en robe assez longue utiliser des trottinettes. Parce que dans la technique du corps, c'est acceptable. Et donc, on est en plein dans ce que tu disais. C'est-à-dire que c'est le corps en mouvement, et le corps en mouvement qui trouve ses outils, ses instruments. Bon, ça c'est une deuxième petite remarque, excusez-moi, c'est le conflit. Moi, j'enseigne depuis des années à Leuven, à Louvain, l'université flamande. Les conflits d'usage que l'on voit à Paris entre cyclistes, automobilistes, etc., ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Y compris dans un pays... C'est un problème de parigot. C'est pas un problème de parigot, à mon avis, c'est un peu plus que ça, mais c'est un problème...
C'est un petit peu comment on organise, alors je vais le dire pompeusement, un ordre social de la mobilité. C'est-à-dire qu'on a décidé un petit peu, alors votre question ramène à ça, hein, on a décidé un petit peu de gérer, enfin la personne l'a décidé, mais de fait on l'a fait, de gérer la transformation de la mobilité comme un système conflictuel. On pouvait le gérer autrement. Et on peut peut-être encore le gérer autrement que comme une histoire de concurrence et de conflit. Après tout, moi je me souviens, il y a 25 ans ou 20 ans, quand on s'intéressait à des expériences suisses, d'espaces pacifiés, etc., il y avait des gens qui essayaient de penser autrement qu'en termes de conflit, autrement qu'en termes de concurrence. Et votre question est tout à fait typique du fait qu'aujourd'hui on est confronté à cette question-là. Et donc peut-être que le problème serait de déplacer un petit peu la manière dont on pense les choses en se disant, au lieu de chercher le conflit, cherchons comment tout ça peut s'articuler. Alors c'est un peu bisounours, ça, mais bon. Une manière de le faire, c'est de partir du marcheur. Organisons, il faudrait avoir une politique urbaine de mobilité à partir du corps mobile. Enfin, quand je dis le corps, c'est cerveau compris, bien sûr. Hein. Le corps équipé, le corps avec ses chaussures. Le corps mobile, c'est avec toutes ses augmentations. Partons de lui. C'est le corps mobile qui devient un cycliste, qui devient un trottinettiste, qui devient un automobiliste. C'est le même corps. Donc il faudrait commencer à imaginer, bon, c'est peut-être un peu des images comme ça, hein, mais c'est pour ça que je vous disais que je ne cherche pas de solution, attention. Hein. Non. Ouvrir les potentiels d'imagination et de mutation. Partons du corps mobile et voyons comment ce corps mobile se transforme en quelque sorte. Hein. Là, on aurait une base en quelque sorte intégrée. Et non pas on découpe et puis après on voit comment on fait faire de l'intermodalité. On a commencé par séparer les choses. Puis après Alors, ça m'intéresse beaucoup, la question de la séparation, puisque on crée des petits murets. Alors, on a des pistes cyclables, des trottoirs. Le cycliste est très embêté quand le piéton ou le livreur rentre sur son domaine. Les automobilistes sont très agacés de voir les cyclistes hors des pistes cyclables. Et pourtant, souvent les cyclistes n'aiment pas les pistes cyclables. Et donc on organise une sorte de séparation de l'espace public. Est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que c'est une mauvaise idée de dire, ben voilà, on va répartir l'espace public, la route entre différents modes de transport et mettre des grillages autour ? Alors moi, je réagis un peu à ça. Il y a deux cas très différents. Il y a le cas je dirais presque des autoroutes cyclistes. Et là, je pense plutôt d'ailleurs à des itinéraires dans la campagne, dans les bois, où là, l'intérêt, c'est d'avoir des grands espaces cyclistes qui drainent beaucoup de flux et qui deviennent des espaces tout à fait autonomes et spécifiques. Bon, et ça, c'est un cas qui convient moins à la ville-centre, mais qui peut être intéressant. D'un autre côté, la séparation telle qu'on la vit aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'on peut faire d'autre, compte tenu du fait justement qu'on a fait monter la mayonnaise en termes conflictuels, mais je ne suis pas sûr du tout que ce soit la bonne solution. Je pense que c'est ce à quoi on est arrivé, mais que si on pouvait refaire le chemin autrement, ce serait bien. Écoutez, moi qui ne cherche pas des solutions, ça m'arrange, parce que, vous voyez, le train, le métro, par exemple, moi j'ai travaillé dans le métro pendant beaucoup d'années de ma vie, hein. Le métro et l'autoroute, pour prendre ces deux, vous voyez, ça c'est les deux exemples les plus puissants du paradigme ancien du transport. Et pourquoi ? Parce que c'est ce qu'on appelle les sites propres intégrales, hein, ça s'appelle comme ça. Alors, on a organisé les déplacements en optimisant, en séparant les flux. Plus vous séparez les flux, plus vous obtenez de la vitesse. Voilà, donc c'est merveilleux. C'est le principe. Le tramway en site propre, oui, voilà. Alors, qui est ici à Nice pour aller à l'aéroport, est beaucoup plus rapide qu'un tramway en... Alors c'est ça notre paradigme. Notre paradigme, c'est de tout séparer. Et plus vous séparez, plus vous êtes efficace. Voilà. Ouais. Simplement, après ça, vous avez un monde invivable, c'est tout. Mais il est efficace. Ouais, ça, c'est le paradigme de la séparation. Bon. Alors, est-ce qu'il y a une possibilité d'une mobilité sans séparation ? Alors, bon, il y a des expériences, dans certains cas, où on a fait des zones à faible vitesse. Si vous faites très lentement, vous pouvez tout mélanger. Bon, d'ailleurs, c'est le piéton. Le piéton, encore une fois, on revient à lui. Mais lui, on se croise. C'est merveilleux de voir ça, d'ailleurs. C'est merveilleux. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans une gare au Japon, même. Oui, c'est extraordinaire. Vous avez des flux énormes.
personne ne se touche, et voilà, on se traverse comme ça. C'est magnifique. Bon, ça, c'est la marche. C'est le corps. Le corps a une intelligence extraordinaire. Non, c'est les Le corps ingénieurs mobile- japonais qui ont construit des systèmes. Oui, mais parce qu'ils absolument ont géniaux. fait du tai chi pendant, enfin c'est les Chinois, pendant des siècles. Donc il y a une intelligence Pas du leur dire aux corps, une Japonais. formation du corps, etc. Bon, enfin bon, je veux pas. Tout ça, c'est pas pour dire qu'il faut faire comme ça, hein, mais il faut réouvrir les paradigmes. Les paradigmes de la séparation, de la fluidité, de la vitesse sont des paradigmes épuisés. Mais enfin, ils vont durer longtemps d'ailleurs. Hein. Parce que les paradigmes épuisés, ça dure Comment longtemps. ça, la vitesse s'est épuisée, tout le monde a envie d'aller plus vite, non? Non, c'est terminé. Vous n'avez pas envie d'aller plus vite? Je suis venu à Nice en train. Ouais. Bon. Mais vous vous plaignez tout à l'heure du fait que vous avez mis trop de temps. Oui, mais Soyez honnête avec nous, là. oui. Non, mais on est bourré de contradictions, c'est normal. Surtout on est dans des périodes de transition. Bon, il faut reprendre goût, non pas à la lenteur, mais écoutez, c'est pas mal. C'est pas mal le train. Hein. On peut prendre le temps de faire des tâches. Enfin bon, il ne s'agit pas de caricaturer hein, tout ça. Il s'agit pas de. Bien sûr, on va vivre encore avec de la vitesse, mais la domination de la vitesse, l'idée que la vitesse, ça soit le facteur principal du transport, parce que c'est le cas. Le transport se définit comme ça. Je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, le transport, c'est comment aller du point A au point B le plus vite possible. C'est la définition. Ça, cette définition, elle n'est pas bonne. Ça, c'est un cas particulier. Voilà. Simplement, la mobilité, c'est de jouir de son mouvement dans la vie. Vous voyez ? Et en même temps, on va quelque part. Et d'ailleurs, ça fait du bien au corps, ça fait du bien à l'âme. On voit autour de nous, on admire la beauté de la ville, qui n'est pas exilée, etc. Bon, voilà, c'est ça la mobilité. La mobilité, ça veut dire habiter un espace vivant. Alain Bourdin, la jouissance ou la vitesse? Alors, d'abord, la vitesse, c'est non seulement un principe d'organisation des transports, mais c'est quand même un fait culturel qui est peut-être moins fort qu'il l'a été, mais qui existe. Moi, je vois, pardonnez-moi, je suis parisien, mais je vois sur les bords de la Seine, sur l'ancienne voie express, les gens en trottinette électrique qui essaient d'aller le plus vite possible. Bon. Et donc il y a la vitesse comme fait culturel. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas changer, hein, mais c'est un fait culturel dont on doit tenir compte et avec lequel il faut jouer parce que c'est en même temps catastrophique. Enfin, je veux dire, une trottinette à toute vitesse au milieu de piétons, c'est aussi un truc super sympa. Bon, c'est vrai. Et alors d'un autre côté, il y a cette question du corps sur laquelle on pourrait revenir parce qu'il y a aussi le besoin de protéger le corps. Bon. Et que, dans le fond, une des choses qui peuvent le plus bouger, on ne sait pas trop comment, mais c'est la manière dont on va protéger son corps. On peut avoir besoin de se protéger de divers risques, y compris des autres, en se mettant dans une bulle, etc., etc. En tout cas, il y a toute une problématique de la protection du corps. On voit bien que les technologies ouvrent des perspectives. On ne sait pas exactement ce qui va se passer, mais à mon avis, c'est aussi un sujet important, hein, savoir comment on peut se protéger. Une des images futures de la voiture, parce que sans les prendre comme des solutions pratiques, hein, mais comme des images, c'est le fameux exosquelette. Oui, la voiture, parce que au fond, il y a des voitures qui commencent à ressembler à des vélos. Il y a des vélos qui commencent à ressembler à des voitures. D'abord, le vélo, il est électrique. Donc déjà, le vélo, il commence à être un appareil motorisé. Hein. Bon, c'est nouveau, après tout. Oui, hein. c'est une vraie... Il y a des motos à 3 roues, et des voitures à 3 roues. Alors, vous voyez, on commence à s'approcher. Hein. Vous voyez, le continuum ou la confusion des modes est intéressante. C'est pour ça qu'il ne s'agit plus de faire la guerre entre A et B. A est en train de devenir A' et B est en train de devenir B'. Alors, c'est pas la peine de s'embêter à faire la guerre. La voiture de demain n'a rien à voir avec la voiture d'aujourd'hui. Rien. Entre une voiture électrique et un vélo électrique, on se rapproche. Oui, on se rapproche du smartphone, d'ailleurs, si je peux dire. La petite voiture sans permis qui a du succès actuellement, etc. L'ami de la Citroën, ouais. Oui. Très on sympa, voit bien d'ailleurs. que tout ça, c'est tout un tas de trucs qui changent. D'ailleurs, si vous voulez pouvoir quand même, il faut vraiment se mettre dans la tête qu'il y a des mutations possibles, très profondes. Moi, j'aime bien toujours faire l'analogie. Hein. Je me dis des fois, l'automobile de demain, elle aura autant de rapport avec l'automobile d'aujourd'hui qu'un smartphone, ça a de rapport avec un téléphone. Il n'y a presque aucun. Un smartphone, on a parlé du smart tout à l'heure, un smartphone, ce n'est pas un téléphone intelligent. Pas du tout. Il est intelligent si on veut, mais c'est tellement autre chose. Un smartphone, c'est ma petite formule que j'aime parce qu'elle est simple. Un smartphone, c'est pas un téléphone. Point. C'est tout. C'est sa définition. Ce n'est pas un téléphone. Voilà. C'est tout ce qu'on voudra. Et d'ailleurs, on ne sait même pas ce que c'est. Parce que comment vous pouvez qualifier un smartphone, hein? Il fait tellement de choses. Il fait téléphone quand même. Hein. En passant, c'est 5% de ses usages. Enfin, je dis 5%, je n'ai pas vérifié. Hein. Enfin bon, il fait tellement de choses.
n'est-ce pas? C'est un pass sanitaire. Enfin bon, on en découvre tous les jours. Et qui sait ce que sera le smartphone dans 3 ans ou dans 10 ans? Personne. Donc le smartphone est un objet à identité inconnue. C'est un X. Il faudrait appeler X-phone, d'ailleurs, c'est ce qu'ils avaient fait à l'époque. C'est un X. Eh bien, je pense que c'est le paradigme, c'est l'exemple des objets contemporains. Les objets contemporains, c'est sans définition fixe, SDF, si je peux dire. C'est ça l'objet contemporain. Et la voiture de demain sera un objet sans définition fixe. On ne sait pas ce que c'est. Je voudrais en venir à ça, parce que dans la mobilité, c'est le transport du corps et de sa vie, ses accessoires, etc. Quand on se promenait à cheval, on avait dans ses sacoches de quoi manger, dormir, ses affaires, etc. Dans sa voiture, on avait des affaires, des journaux, des je ne sais pas quoi, des livres, une bouteille de flotte, une brosse à dents ou un rasoir ou ce qu'on voulait, ses affaires de sport par exemple. C'est une roulotte, quoi. C'est une maison qu'on transporte avec soi. Dans les transports en commun ou dans des voitures partagées ou des vélos partagés, ce n'est plus le cas. La vraie question de la mobilité, je pense que c'est une des questions, surtout si on est mobile avec le télétravail un peu chez soi, un peu au bureau, un peu ailleurs, un peu dans un espace de coworking, etc. Dans quel monde on se transporte avec ça? Est-ce qu'on se transportera encore avec sa roulotte, avec ses affaires? Ou est-ce qu'on est un homme, il faudra voyager léger? Est-ce qu'on se transportera léger comme on voyage léger? Il faudrait regarder, faudrait faire la collection de ce qu'il y a dans les casiers personnels des flex office. Ouais. Qu'est-ce qu'on met là? Qu'est-ce qu'on met là? Moi, j'ai pas de. C'est un sentiment que je vais donner. Hein. J'ai pas de données précises là-dessus, mais je pense qu'on va vers des comportements qui vont pas forcément se rapprocher et qui peuvent, d'une certaine manière, au contraire, s'éloigner. C'est-à-dire qu'on peut avoir la figure de l'urbaine ou de l'urbain qui ne vit qu'avec son smartphone. Hein, tout est dans le smartphone. Et puis, on voyage léger, mais je pense qu'on aura aussi en même temps, et pas forcément seulement en opposition d'âge. Hein, c'est aussi d'autres clivages. On aura aussi des gens qui essaieront de continuer à transporter tous leurs impédimenta, etc., etc. Alors, on peut réfléchir à l'amélioration de la valise à roulettes. Ah oui. Hein, c'est aussi une voie. Grande invention, la valise à roulettes. C'était une invention fantastique. Oui, je reviens sur la voiture, enfin, votre question qui m'a l'air tout à fait pertinente. Je disais tout à l'heure, moi, ce qui m'intéresse comme prospectiviste, c'est les potentiels de mutation de la voiture, par exemple. Hein, du reste aussi. Hein. Pour la voiture, pour moi, il y a 2 pistes de mutation. La première, je l'ai dit, c'est le corps mobile, qui pourrait être nu, d'ailleurs. Hein. Le corps nu mobile, avec juste un smartphone intégré. Oui, on ne sait jamais. Hein. Bon. Voilà, d'ailleurs, c'est déjà une montre. Bon, du vélo nu qui est donc ça, c'est le corps mobile. Hein, donc il y a le corps. D'un côté, une première piste, le corps. Le corps équipé, plus ou moins équipé, avec un exosquelette si on veut, etc., etc. On peut très bien avoir plein d'images. Deuxième piste, qui n'a rien à voir, qui m'a l'air tout aussi précieuse et curieuse. C'est ce que j'appelle, moi, le lieu mobile. Une fois que la voiture sera autonome, parce qu'elle finira par arriver, la voiture autonome, hein, je ne sais pas quand, mais enfin, mais même si elle n'arrive pas, comme c'est une figure qui fait penser. Les objets sont des moyens de penser. Hein. Donc la voiture autonome, quand on ne conduira pas, on fera autre chose. On va travailler, on va s'amuser. Donc ça va devenir un lieu. Donc l'idée que... Et bon, la formule lieu mobile, elle me plaît parce qu'elle ne veut rien dire quand même. Hein. Normalement, c'est ça, c'est un oxymore. Ça. Parce que les lieux, en principe, c'est fixe. Ouais, eh bien, l'opposition entre fixe et mobile est en train de s'estomper. Voilà, c'est ce qui est en train de se passer, n'est-ce pas? On le voit de beaucoup de façons. Le lieu de travail est mobile, par exemple. Oui, alors voilà, et on peut faire une réunion dans une voiture à 4. Le lieu de vie est mobile. En plus, on n'aura même plus de problème de stationnement, parce que voilà, puisque le lieu est mobile. Donc l'idée du lieu mobile est en train d'émerger. Le mot est un peu bizarre, hein, mais après tout, on commence à... Alors, bon, il y a des exemples anecdotiques du genre food truck ou, je sais pas, ou disco-bus, etc. Bon, ça c'est un peu anecdotique, mais quand même, il y a des hôpitaux, des trains hôpitaux, enfin bon, il y a plein de choses comme ça. Hein. Mais alors, il n'y a même pas besoin d'être mobile au sens à roulette, parce que c'est le lieu à roulette. Mais non, mais il y a quelque chose qui s'est répandu comme une traînée de poudre depuis quelques années, c'est des tiers-lieux. Mais un tiers-lieu, c'est un lieu mobile. Il n'est pas mobile au sens où il a des roulettes. Il est mobile parce qu'il ne respecte plus la dichotomie du domicile et du travail, c'est-à-dire la fixation des activités. Il faut bien comprendre que la logique du transport, elle repose sur la fixité. Le transport, c'est la fixité. Alain Bourdin. Non, je voulais juste dire un mot sur les tiers-lieux.
Moi, je travaille un petit peu sur ces questions-là, avec le retour au travail, qu'est-ce que ça change, définir etc. le tiers-lieu, pardon. Et on voit bien que là, ça va être un secteur qui va bouger. C'est-à-dire qu'on a eu, en fait, on a eu une série de choses qui se sont passées avant le ou la Covid, et on voit que des pratiques qui sont apparues ou qui se sont un peu radicalisées amènent à changer l'usage d'un certain nombre de lieux. Parmi ces lieux, il y a les lieux de coworking notamment qui probablement vont bouger avec de nouveaux produits, etc., etc. Et puis, plus généralement, les tiers-lieux qui soient à intérêt économique ou pas à intérêt économique. C'est-à-dire qu'il va probablement y avoir, et je ne sais pas quoi exactement, mais il va probablement y avoir dans les villes une diversification des tiers-lieux et de nouveaux concepts de tiers-lieux. C'est une chose très intéressante à regarder, à mon avis. Mais est-ce que vous pensez réellement, parce que je reviens au sujet basique, sur la voiture, que on va vraiment sortir les voitures des villes? J'ai tendance à penser que non. Mais la voiture ne sera pas une voiture. Ah. Ça sera un lieu et ça sera un corps. D'accord. La voiture, non, je reviens, j'ai l'air de plaisanter, non. La voiture est un instrument de déplacement. Vous êtes d'accord? C'est ça qui va disparaître. On va être en train de bouger tout le temps. D'ailleurs, nous sommes déjà dans ce genre de situation. On est tout le temps, nous sommes des êtres mobiles en permanence. La voiture, comme le train, comme le bus, où j'ai beaucoup travaillé, ça appartient à un certain paradigme dont on ne se rend pas bien compte, mais qui commence à s'effriter. C'est un paradigme dans lequel la vie sociale est organisée en lieu d'affectation fixe. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle les domiciles, ou simplement les origines-destinations. C'est l'ingénieur transport qui parle. Bien, la ville est organisée ad hoc, si je peux dire. Il y a des lieux de travail pour le travail. Il y a des lieux de distraction pour la distraction. Il y a des lieux d'études pour les études. Vous voyez, toutes les choses de la vie sont affectées à des lieux fixes. Vous voyez, c'est ça notre organisation standard, classique. Et donc le transport dépend de ça. Vu que les choses de la vie se passent quelque part, alors il faut bien aller de quelque part à quelque part. Ça s'appelle le transport. Lorsque les choses de la vie ne seront pas quelque part, elles seront partout. Il n'y aura plus de transport. Alain Bourdin, il n'y a plus de transport? Non, moi je ne suis pas tout à fait d'accord, parce qu'à mon sens, il y a deux façons de poser la question. Ou comme vient de le faire Georges, c'est-à-dire à relativement long terme. Ou à court terme, où ça devient une affaire de politique publique, d'action publique. C'est-à-dire qu'on est dans une configuration où la voiture, telle qu'elle est aujourd'hui, ou telle qu'on se la représente aujourd'hui, est considérée comme apportant toute une série d'inconvénients à la vie urbaine, et où donc la question politique est on la chasse ou on ne la chasse pas. Et je pense que ça renvoie globalement à l'ensemble des politiques urbaines. C'est-à-dire quel type de stratégie définissent des grandes agglomérations, des agglomérations, quel type de stratégie, avec quelles ambitions, avec quels objectifs, et après tout, selon les objectifs qu'on veut déployer, on va chasser la voiture ou on ne va pas la chasser. C'est quand même beaucoup une question de choix de politique, et le choix politique qui dépendent de l'idée de la ville qu'on veut faire. Je crois que c'est la fin. Juste en un mot, chacun. Vous avez une voiture? Vous avez un vélo? Un vélo, plus, parce que j'habite Paris, que j'ai la trouille à Paris. Une voiture, oui, et je ne l'utilise jamais à Paris. La publicité actuelle de la RATP, c'est que le Parisien n'a pas une voiture, il en a 4000. C'est pas mal. C'est excellent. Merci beaucoup à tous les deux. Merci, on peut les applaudir. Merci infiniment. Bravo. Merci à vous. Je vous laisse rejoindre peut-être l'assistance. C'est presque l'heure de nous quitter, Étienne, mais pas sans une conclusion. Merci et beaucoup. pour ça, nous allons donner la parole à Philippe Pradal, qui est président du conseil d'administration de l'EPA Nice Éco-Vallée. Merci de nous rejoindre. Merci beaucoup de nous rejoindre. Alors, vous êtes le président du conseil d'administration de Nice Éco-Vallée, et on a envie de vous demander, pour conclure, des nouvelles, parce qu'on a parlé de ville, d'innovation, de nouveaux horizons. Nice Éco-Vallée, c'est un nouvel horizon. Alors, donnez-nous des nouvelles de l'horizon. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, avant de dire qu'est-ce qui se passe, c'est dire pourquoi on l'a fait. Parce qu'effectivement, c'est important, et non pas pour clôturer ce colloque, ça serait une ambition bien trop importante, c'est plutôt pour dire comment c'est venu s'inscrire. La plaine du Var,
Pour les Azuréens et pour les Niçois en particulier, c'est à la fois un lieu mythique, parce que c'est le lieu qui nous a nourris, et c'était un lieu poubelle. Parce que c'est le lieu où on y a mis, foutu, où on y a mis, mais c'est à tout ce qu'on ne savait pas mettre ailleurs. Et en 2008, Christian Estrosi, avec son ambition de reconquérir ce territoire qui est une entrée de ville, de vouloir développer une nouvelle façon de faire de l'économie sur ce territoire et de sortir de la monodépendance du tourisme, ou de l'extrême dépendance du tourisme, a voulu qu'on y fasse cette éco-vallée avec un objectif de construire autrement, de reconquérir le territoire, d'y mettre des activités raisonnées, d'éviter le mouvement pendulaire, d'y mettre de la mobilité et d'y faire un lieu où il ferait bon vivre et d'y faire un petit peu ce sujet que vous avez évoqué, c'est-à-dire cette ville du quart d'heure, c'est-à-dire cet endroit où j'habite et où je vais trouver ce dont j'ai besoin la plupart du temps. L'idée n'est pas de tout trouver partout, mais d'y trouver ce dont on a besoin la plupart du temps. Alors, comment on a fait ça? En construisant de tout. Mais avant de construire de tout, de construire un réseau de transport. Et c'est vrai que j'ai eu la chance, en tant que président de la Régie Transport, d'être le président de la Régie Transport qui avait un tramway qui allait à la campagne, puisque pendant longtemps, il a traversé des champs, il a traversé rien. Et c'était un grand bonheur. Et c'est le jour où nous avons vraiment lancé, où ce tramway a roulé, qu'un certain nombre de gens sont venus nous voir en disant « c'est là qu'on veut construire ». Parce qu'on a vu que vous avez d'abord fait la route et d'abord le tramway, avant de construire les immeubles, que les gens passent des heures carrées dans leur voiture, etc., et pour rejoindre leur lieu d'activité. Donc, on a construit de la mobilité, et puis après, on a construit tout ensemble du logement, du tertiaire pour accueillir avec des locaux d'activité pour faire de la petite industrie, et surtout des locaux pour accueillir ce dont les habitants ont aussi besoin. Il faut des pharmacies, il faut des boulangeries, il faut des supérettes aujourd'hui quand on construit une ville, et non pas dire aux gens, vous avez la chance, vous êtes dans un super immeuble, etc., vous n'avez qu'à faire une demi-heure de voiture pour aller chercher une supérette. Il n'y a pas tout, il n'y a rien. C'est ça. Absolument. Et surtout, il n'y a pas de vie. Et je crois que le sujet, j'entendais les intervenants précédents avec beaucoup d'intérêt, et sur le transport, j'aurais peut-être une approche complètement différente. Le transport, c'est aussi un lieu de vie, c'est un lieu de sociabilisation, et à tout âge. Et donc, c'était très important de créer tout ça. Donc, l'éco-vallée, c'est ça. Alors, les nouvelles de l'horizon, c'est que ça se construit. C'est que nous avons eu quand même à subir, il y a un peu plus d'un an, le drame de la tempête Alex, et que parce qu'on construit différemment à la Hauyenne, en étant sobre dans la consommation d'espace, en ayant des prescriptions de construction sévères, en voulant faire du bioclimatisme méditerranéen, je ne dis pas qu'on a évité la catastrophe sur la basse vallée du Var, ce serait incroyablement prétentieux. Mais c'est qu'on a vu que, face à un événement climatique extrêmement violent et meurtrier dans les vallées, ce qui s'était passé en aval des vallées n'avait pas eu de conséquences dramatiques. Et ça, c'était aussi un élément, et ça nous a interrogés, et ça a renforcé la volonté de se dire il faut construire toujours mieux, en faisant toujours plus attention, en respectant toujours plus cette nature qui, de toute façon, quand on ne la respecte pas, se rappelle à notre bon souvenir. Et puis aussi, continuer à développer avec un objectif de développement durable et de faire de l'agriculture urbaine. C'est-à-dire qu'on veut qu'il y ait du tertiaire, on veut qu'il y ait des informaticiens qui travaillent dans des startups, qui travaillent sur la blockchain, et que peut-être qu'en regardant par la fenêtre, ils voient un jardin partagé, ils voient un espace agricole où on va construire leur alimentation de demain avec une alimentation saine en circuit court. Merci infiniment pour ces mots, Philippe Pradaille. On a bien compris donc qu'il s'agissait d'y vivre. C'est ça le concept. On peut travailler et vivre au même endroit, et donc cet endroit. Alors, il paraît qu'il n'y a plus de que c'est nous qui allons être mobiles, que les lieux vont être mobiles. Je ne sais pas si les lieux vont être mobiles. Je ne sais pas si l'éco-vallée ça va être monté sur roulette, mais en tout cas c'est peut-être une perspective pour le coup d'après. Merci infiniment d'être venu conclure la ville Nouveaux Horizons, et puis à l'année prochaine pour de nouvelles aventures. Avec plaisir. L'horizon va encore bouger probablement. Merci beaucoup. Merci beaucoup.